Je suis née le 3 avril 1877, 116 avenue des Champs-Élysées. Vous voyez à quel point c'est précis. Et voudriez-vous nous parler de votre famille? Oui, volontiers, mais vous savez, tout ça est assez compliqué. Parler de ma famille. J'ai surtout dans le souvenir un fait qui a pesé sur toute mon existence et qui est arrivé quand j'avais 4 ans. C'est un fait dont j'ai tenu compte dans mes mémoires, d'ailleurs dans les choses que j'ai écrites, parce que c'est une chose singulière. Mon père m'avait fait venir pour son plaisir et le mien, une boîte de boules que je devais colorier. Il y avait les boules d'un côté, il y avait tout ce qu'il fallait pour tous les accessoires possibles pour les colorier de l'autre, et j'avais donc à faire ce travail. J'étais seule avec ma blonde dans une chambre que je revois comme si j'y étais. C'est mon plus lointain souvenir. Alors j'ai colorié les boules, j'ai travaillé toute la journée. Et quand la journée était finie, les boules étaient devant moi, elles étaient superbes. Il y en avait des bleus, des vertes, des oranges, de toutes les couleurs. Il y avait 12 boules. Je croyais naturellement que ce merveilleux travail allait durer, enfin que quelque chose allait même arriver. Pas du tout. Il est arrivé que Dora, ma bonne Allemande, a pris les boules, a pris une cuvette de l'eau et du savon, s'est mis à frictionner et a enlevé avec énormément de soin toutes les couleurs que j'avais mises sur les boules. J'ai reçu un coup, croiriez pas, dont je ne me suis jamais remise. Parce que j'ai appris tout à coup, ce que j'aurais dû savoir, mais beaucoup plus tard, que ce qu'on fait ne compte pas. Vous êtes donc jeune fille pendant les dernières années du siècle. Quels événements importants ont marqué votre vie de jeune fille? Ah, l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'est un point extraordinaire. Vous savez, ça a compté pour moi. Ça aussi, ça a contribué à m'apprendre ce que c'était que la justice et la vérité. Mais je me rappelle une anecdote extraordinairement amusante, pour moi tout au moins. J'espère qu'elle amusera mes auditeurs. Figurez-vous que mon cousin Julien Banda, qui était un très intelligent garçon, était naturellement Dreyfusard, comme nous l'étions tous autour de nous. Et il voulait naturellement suivre toutes les conférences de Jaurès, qui faisait des conférences admirables à ce moment-là. Alors, il en faisait une, je me rappelle, ce qui est maintenant le théâtre de Paris. Et nous devions y aller tous les deux, mais il fallait la permission de maman. Alors il vient, il dit, je vais amener Pauline au concert. Car mon vrai nom, c'est Pauline, ça n'est pas Simone. Bon, j'ai emmené Pauline au concert. Alors tu me la donnes? Oui, oui, du moment, allez, bon. Nous voilà partis, naturellement, pour entendre Jaurès. Et on portait à ce moment-là d'immenses chapeaux avec des aiguilles pour les tenir. Vous savez, des grandes aiguilles, de longues, bien. Alors j'avais trouvé quelque chose, on était dans une foule, on était tassés, serrés les uns contre les autres. J'avais trouvé quelque chose d'assez gentil pour les gens qui n'étaient pas de mon avis. Je retirais une de ces épingles que je gardais dans la main. Et quand Jaurès parlait et que quelqu'un semblait l'interrompre, je donnais un bon coup comme ça. Je vous assure, c'est le plus innocent du monde. C'est la meilleure que j'ai eue de l'affaire Dreyfus. Votre père était juif et votre mère catholique. Oui. Est-ce que ceci a joué un rôle dans votre aventure spirituelle? Pas du tout. Pas du tout. Mon père a désiré que je sois juive et si je l'étais, ça m'était tout à fait normal. Non seulement ça, mais ça m'était même agréable. Parce que j'avais le sentiment que j'appartenais à une vieille race, à une race pleine non seulement d'écrivains, mais de poètes, de musiciens. Ça a joué dans le bon sens. Quel souvenir gardez-vous de vos études? Le temps de mon école, que ce soit au lycée ou que ce soit à la Sorbonne, a été merveilleux. Mais ce que je suivais avec beaucoup d'assiduité, c'était les cours du Collège de France que faisait à ce moment-là Théodule Ribaud. Car j'ai encore eu le bonheur de l'entendre dans sa dernière année de leçon.
Et j'étais la seule jeune fille, je dirais la seule femelle, si c'était possible, qui assistait au cours. Il n'y avait que des garçons. Et l'un d'eux, qui a été cause de la catastrophe par laquelle je suis devenue comédienne, a trouvé tout simple de me demander, il a publié une revue. Naturellement, tous les jeunes gens font comme ça. Alors il avait fondé une revue de psychologie et il m'avait demandé de faire un article sur une chose que vous connaissez bien, qui s'appelle le phénomène de fausse reconnaissance. Bref, j'ai expliqué tout ça dans cette revue et ça a été un grand malheur. Parce qu'il a été enchanté, il a pris son téléphone, il a appelé le numéro de ma mère, qui était le mien, et sans attendre qu'elle lui dise quoi que ce soit, il a tout débagouliné. Que la revue était honorée, charmée, que j'ai donné cet article, que c'était merveilleux, que je devais persévérer, que je ferais une chose. Enfin, il m'encourageait, il me disait tout ce qu'il fallait dire, il me parlait du prochain rendez-vous à l'hôpital où nous allions régulièrement, 3 fois par semaine, entendre Ribot expliquer les cas qu'il allait nous présenter la semaine d'après. Bref, ma mère n'ignorait plus rien. Or, elle ne savait rien de mon activité au Collège de France, ni à la Sorbonne, elle ne s'en occupait plus guère. Alors là-dessus, ma mère a fait une histoire épouvantable, a dit à mon oncle, c'était insensé de m'avoir laissé m'occuper de choses pareilles. Comment est-ce que je trouverais mariée, étant donné les habitudes pareilles, tout ce que vous pouvez imaginer d'insensé que peut dire une pauvre mère dans ces cas-là, en apprenant que sa fille va à l'hôpital Sainte-Anne ou à la Salpêtrière, et d'autre part qu'elle est toute prête à continuer ses études. Naturellement, j'ai baissé la tête, qu'est-ce que je pouvais faire? Enfin, ça a duré 8 jours. Au bout de 8 jours, le calme est revenu. Elle m'a dit, non, vraiment, il faut pas, il faut que tu cesses ça. Je dis, non, je ne peux pas, c'est la chose qui m'intéresse, c'est la chose que je veux faire. Je ne peux pas. Eh bien, elle me dit, écoute, nous allons faire un marché. J'ai toujours demandé, tu n'as jamais consenti, à prendre des leçons de diction. Ce qui serait très intéressant pour une jeune fille comme toi, quand tu vas dans le monde, tu te mets devant la cheminée, tu récites un poème, ben c'est charmant, fais-moi ce plaisir. Je te donne la permission de continuer d'aller au cours de Ribot, pas d'aller à l'hôpital, d'aller au cours, et tu vas entendre encore les dictions pour me faire plaisir. Je passe le marché, nous voilà entendus sur ce sujet, et elle m'inscrit au cours de M. le Bargy. Alors, naturellement, moi, je vais au premier jour où je dois aller au cours, je vais au cours, je vois là une rangée de jeunes filles, pomponnées, frisottées, avec des belles petites robes. Moi, j'étais là, d'une façon tout à fait simple, sachant simplement, essayant simplement de suivre le mouvement. Alors, nous montions à tour de rôle sur une petite estrade et nous récitions quelque chose. Bien. Alors, ces jeunes filles, je dois dire, avaient toutes mauvais goût, car Dieu sait ce que j'ai entendu de mauvais poèmes ce jour-là. Monsieur Jacques Normand, monsieur je ne sais quoi, enfin, vous imaginez ce que c'est que le plaisir dans le monde pour dire des poèmes. Alors, naturellement, je monte à mon tour sur l'estrade, puisque j'ai été invitée, et on me demande quel poème je vais pouvoir dire, sachant, seulement je savais des quantités de vers, et grâce au ciel, un poème de Lamartine qui s'appelait Le tombeau d'une mère. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un poème admirable. Alors je dis ce poème, et je suis moi-même étonnée qu'au moment où j'arrive tout de même à une partie très pathétique, quelque chose s'empare de moi, quelque chose que je peux difficilement expliquer, qui est comme une espèce de colère intérieure, enfin qui est tout de même le signe qu'on est doué. Alors je continue jusqu'à la fin et je voyais le Bargy qui me regardait. Je descends, je m'assieds à ma place, le cours se termine et le professeur vient me trouver, me dit, mademoiselle, est-ce que vous êtes seule ici? Je dis, non, monsieur ma mère. Eh bien, oui, oui, s'il vous plaît, me la présenter. Bien, nous allons trouver le moment. Et qui s'entend dire tout à coup à sa stupeur, quand est-ce que votre fille se présente au conservatoire?
Mais moi, il n'est pas question de ça. Elle vient ici parce que je lui ai conseillé de venir, parce que je pense que c'est bon pour une jeune fille d'avoir une diction agréable, mais il n'est pas question une seconde qu'elle joue la comédie. Ah, parce qu'elle est douée, vous savez, oui, vous êtes bien gentil de me le dire, mais enfin, c'est comme ça. Et je lui dis, alors, tu vois ce que tu as gagné à cet arrangement merveilleux. C'est entendu, je ne vais plus à l'hôpital, je suis les cours de M. Lebargy, mais qu'est-ce qui te reste? Qu'on m'a traité de cabotine, voilà le plus clair. Ça n'a pas d'importance. Nous allons l'inviter à dîner, vers à la maison, il se rendra compte qu'il a fait une bêtise. En effet, on l'a invité à dîner, il a vu la maison, il a pensé que c'était bon à prendre avec la fille, et c'est comme ça que je suis devenue Madame Lebargy. Et n'ayant jamais pensé à faire du théâtre de ma vie, et il n'y pensait encore pas, car il disait, mais tu devrais jouer de la comédie, pourquoi tu ne travailles pas sérieusement? Je t'assure que tu es doué. Nous tombons d'accord que Madame Sarah Bernard va donner le conseil. Elle dira si oui ou non je dois devenir comédienne, étant donné qu'elle m'aimait beaucoup, que nous étions. Elle répétait à ce moment-là l'aiglon. Nous allons trouver Madame Sarah Bernard qui dit, oh mais comment vous allez... Mais je veux bien, je voulais entendre immédiatement. Descendons dans la salle à manger, parce qu'il y avait la Rostand et d'autres personnes qui hantaient régulièrement la loge de Sarah. Et je ne voulais pas qu'ils m'entendent, je voulais seulement qu'elle m'entendait. D'ailleurs, elle était bien de cette avis. Nous descendons, Gilles Bargy, Mme Sarah Bernard, moi-même, tous les trois, dans la salle à manger. Et je me rappelle qu'elle était à califochon sur une chaise, car elle était déjà un garçon. Alors je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Dis donc 2 différentes manières d'aimer. Il me dit, Hugo. Bien. Je m'exécute, toujours obéissante. Je dis 2 différentes manières d'aimer. Et Madame Sarah Bernard me regardait, je voyais ses yeux admirables, fixés sur moi comme ça, avec une attention. Alors quand j'ai eu fini, il y a eu un silence, et puis il a dit, elle est douée, n'est-ce pas? Alors Madame Sarah Bernard, comme la belle panthère qu'elle était, a étendu sa patte et a dit, plus que vous. Ça a été la conclusion de cette audition. Le fait est qu'elle m'a beaucoup encouragée et qu'alors j'ai pris la décision de devenir comédienne. Mais comme je fais tout sérieusement, je l'ai fait très sérieusement. Quelle fut la réaction de votre famille? À la famille Ballard, ou se péter. Ça, il faut le dire. J'ai travaillé pendant 2 ans avant de débuter à Paris. Et chose curieuse, j'ai débuté dans une pièce dont on s'est demandé comment j'avais déniché cet auteur. Car dans vos questions, j'ai vu qu'il y avait comment avez-vous connu Harry Bernstein. Mais j'ai connu Harry Bernstein de la façon la plus simple. Il était au lycée avec mon frère Robert, l'aîné. Ils étaient donc bons amis. Ils venaient souvent à la maison. Ils venaient souvent à la maison et j'ai trouvé tout naturel qu'ils viennent me voir quand j'étais à Bruxelles. Or, lui était à Bruxelles pour une histoire extraordinaire. Il faisait son service militaire. Il arrivait tous les matins en Victoria, d'une urbaine à 2 chevaux, avec à côté de lui Madame Suzanne Derval, qui était sa bien-aimée du choix du moment, couverte de perles dès la matinée, avec une très jolie figure. Et inutile de vous dire que le soldat de service en était éberlué. Bref, on lui dit que c'est pas comme ça qu'on fait son service, qu'on couche à la caserne, qu'il faut le faire, et on le fiche en tôle. Il saute le mur et se trouve obligé de rester à Bruxelles. Quand je l'ai donc vu, il était, comment dit-on, déserteur. Alors il me dit, c'est très ennuyeux, je viens de donner une pièce à Antoine. Alors naturellement, il me dit par téléphone ce qu'il fait. Il dirigeait sa pièce par téléphone, si ça le ressemblait bien d'ailleurs. Mais non, naturellement, c'était une folie. Alors j'ai regardé autour de moi si quelques amis pouvaient m'aider. Et j'ai trouvé M. Viviani, qui était un bon ami, très gentil, très obligeant, qui a pris l'affaire en main et qui l'a fait amnistier. Il est revenu à Paris et Lebargy, qui était d'une
d'une bonté, d'une justesse pour tout ce qui était les choses de sa carrière, m'a dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire une pièce de début, mais qu'est-ce que ça va être? Ben, je dis, laisse-le, tu verras. Le fait est que c'était Le Détour. Et que quand le berger a vu la pièce, le berger a dit, ta pièce est excellente, tu as beaucoup de chance, tu vas débuter dans un beau rôle. Et j'ai débuté dans Le Détour. Ça a été un grand succès, nous avons joué 200 fois, je crois, ce qui à l'époque était absolument merveilleux. Deux grandes comédiennes dominent la scène française au moment où vous débutez. Parlez-nous d'abord de Réjeanne. Ah, Réjeanne. Réjeanne était une immense actrice. Et car elle avait deviné ça. Elle jouait déjà comme ça. Elle jouait déjà d'une manière extrêmement vraie. Mais elle ne pouvait pas dire un vers. C'était une chose très curieuse. Je me rappelle quand j'ai joué l'Amazone, j'ai accepté de jouer un mauvais rôle dans une mauvaise pièce de bataille pour répéter avec elle. Parce qu'on ne connaît pas un acteur tant qu'on n'a pas répété avec lui. Il faut le voir faire ses essais, proposer telle ou telle chose à un auteur. Et alors, elle faisait ça avec une abondance, une vivacité. Elle était toujours prête à travailler, elle cherchait ceci, le meilleur. Elle était magnifique, vraiment. Et je l'ai vue, alors répéter une scène de l'Amazone, je ne sais pas moi, 30 fois devant moi. 30 fois j'ai vu les larmes jaillir de ses yeux. Non pas pleurnicher, mais les larmes jaillissaient. C'était magnifique, c'était une grande, grande actrice. À mon avis, plus grande que Madame Sarah Bernhardt. Et alors là, je vais contre mon sentiment, parce que j'aimais beaucoup Madame Sarah Bernhardt. Elle a fait beaucoup pour moi et je lui ai été extrêmement reconnaissante. Elle était une grande actrice. Elle était autre chose qu'une actrice. Elle était une espèce d'œuvre d'art qui dominait son époque. Ce qui est très curieux, c'est de voir le goût général que les homosexuels avaient pour elle. Ils étaient tous amoureux de Sarah. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas une femme, elle était en dehors, elle était vraiment quelque chose de miraculeux, comme un bibelot. Et son art, alors si vous voulez que je parle de sa technique était exactement le contraire de la technique de Réjeanne. C'est-à-dire que Réjeanne ne cherchait que la vérité, c'est-à-dire une vérité qui allait comme le gant sur la main, qui la cernait, qui l'emprisonnait, tandis que, au contraire, Sarah, c'était le chant, c'était la mélodie, mais ce qu'elle avait d'étonnant, c'était la manière dont elle installait le drame sur la poésie. Vous avez joué La Parisienne avec Antoine. Comment dirigeait-il les comédiens? Antoine a refusé de répéter avec moi. Il a toujours eu pour moi une espèce d'antipathie. D'abord, il était antisémite, il disait qu'est-ce que ces juifs viennent faire ici, et ensuite, il ne sait pas. Pour lui, j'étais toujours une jeune fille du monde, un amateur, qui était venue se fourrer au milieu de gens sérieux. Il n'y avait pas de raison d'être gentil avec moi. Alors, nous sommes partis tous ensemble, il s'est beaucoup amadoué pendant ce temps-là, nous étions devenus de bons amis. Et naturellement, il n'a pas répété. Il a dit non, mon régisseur va vous montrer les places. Alors le régisseur m'a dit là, il dit à ce moment-là vous asseyez, à ce moment-là vous. Heureusement j'avais une bonne mémoire et je ne me déconcertais pas. J'ai jamais eu le trac. Alors ça allait bien. Je me suis dit on va bien voir. Alors j'ai tout fait, tout ce qu'on m'avait dit. Et je n'ai pas gêné Antoine ce que je voulais. Je ne sais pas si j'ai bien ou mal joué, mais le fait est que je ne l'ai pas gêné. Et il m'en a su gré. Il était beau joueur. Nous sommes revenus ensemble à Paris, et dans le train, nous étions bons amis. J'avais vaincu cette antipathie qu'il avait pour moi. En somme, vous n'avez pas éprouvé cette violence d'Antoine qui a laissé tant de souvenirs chez les acteurs. Vous savez, j'allais souvent au théâtre Antoine l'entendre répéter. C'était merveilleux. Je dois dire, j'ai passé là de bons moments. Non, monsieur, non, monsieur. Ah, non, madame, non. Ça, il ne disait pas ce qu'il fallait faire. Mais il leur disait ce qu'il ne fallait pas faire. Non, non, alors les malheureux étaient dans un état... Enfin. Avant de parler de vos amis, voulez-vous nous faire un portrait de Julien Binda, vu par sa cousine?
Ah, pauvre Julien, mon Dieu, ce ne serait pas très avantageux. C'était un tout petit homme, avec une très jolie figure, très fine, de dents ravissantes, des cheveux blancs en franges. Il portait une frange, jamais je sais pourquoi. Et l'été, on le voyait apparaître avec des souliers blancs. Pour lui, c'était le signe métaphysique de l'été. Il avait des souliers blancs et un canotier. À part ça, tout le reste était pareil. Et il était l'intelligence même, la drôlerie même. Nous avons beaucoup ri ensemble, nous sommes beaucoup amusés ensemble. À quel moment rencontrez-vous Léon Blum, qui n'est pas encore un homme politique? Oh, je connaissais Léon depuis longtemps. J'ai connu Léon en 1900. Et au moment où allait naître son petit garçon, qui maintenant est un homme à cheveux gris, malheureusement, qui était un charmant enfant. Et Léon était un homme très extraordinaire. Puis j'arrivais chez lui, je m'asseyais par terre au coin du feu, c'était mon habitude, et je lui posais quelques questions sur mon métier, sur les pièces, sur ce que nous faisions. Il était en train de préparer probablement quelque action, puis il était commissaire du gouvernement au Conseil d'État, posait là sa plume, répondait, étant aussi net, aussi précis, aussi avec moi qu'il était possible. Et certainement, moi parti, reprenait son travail au même point et c'était la même perfection. Vous avez fréquenté la famille Daudet et en particulier Léon Daudet. Oui, j'aimais beaucoup Léon Daudet. Ben, voyez-vous, évidemment, j'aimais des contraires, mais ça se assez bien dans mon esprit. J'aimais beaucoup Léon Daudet, j'aimais beaucoup Léon Blum, j'aimais beaucoup Pays, et tout ce monde-là ne se battait pas en moi. Je les voyais les uns après les autres. Je me gardais de le faire, d'agiter devant eux ce chiffon rouge qui était le rival. Et puis voilà, tout ça allait très bien. Léon Daudet était un homme assez extraordinaire. Moi, je trouve que c'était un homme génial. À la même époque, vous faites la connaissance d'Anna de Noailles. Anna, autre être génial dont on ne tient plus compte, elle était admirable. Je l'aimais beaucoup, nous étions de très bonnes amies. Nous avons été très liés jusqu'au moment où j'ai épousé François Porcher. Alors là, il y a eu de sa part une jalousie d'auteur très nette, et ça n'a plus été du tout. Enfin, nous continuons naturellement à nous fréquenter, comme disent les bonnes entre elles, mais ça n'était plus ça. Ça n'était plus ça. Il lui semblait que je lui faisais une infidélité. Enfin, je ne disais plus sévère comme je les disais partout, évidemment. J'étais beaucoup plus préoccupée de dire les vers de mon mari que de dire les vers d'Anna à ce moment-là. D'ailleurs, Anna se défendait fort bien elle-même. Comment était-elle dans la vie? Car je crois qu'elle avait une manière de mener même sa vie quotidienne, de se déplacer, qui était tout à fait particulière. Oh non, elle était toujours couchée. Elle vivait couchée. Et quand elle avait froid, elle prenait le par-dessus de son mari, elle enfilait les manches par-dessus, comme ça. C'était assez curieux. Enfin, nous sommes beaucoup amusés, Cocteau. Elle et moi, vraiment, nous avons passé de bons moments. On appelait ça dans les crotonnes, parce que la pièce était tendue de crotonnes, et vraiment, on s'amusait bien. On riait sans arrière-pensée, je vous assure. Et c'est justement chez elle que vous rencontrez le jeune Cocteau, le disciple d'Edmond Rostand, celui de la lampe d'Aladin et du prince frivole. C'est pas du tout là que j'ai rencontré Cocteau. D'abord, ce n'est pas elle qui m'a fait connaître Cocteau, c'est moi qui le lui ai amené. J'ai connu Cocteau dans un ascenseur, ce qui est tout à fait différent, dans l'ascenseur de l'hôtel Meurice, où il était à ce moment où Coquelin est mort, où on cherchait éperdument quelqu'un pour le remplacer, et il montait voir Maurice, alors que moi j'allais voir Edmond pour parler de choses sérieuses. C'est là que nous avons fait. J'ai eu l'impression d'un jeune homme charmant. Il était plein d'esprit, plein de drôlerie et plein de talent. Car on l'a beaucoup accusé d'imiter celui-ci ou celui-là. Mais François Porcher, qui était l'honnêteté, la bonté même, disait, moi je vais vous dire la vérité, que vous ne voulez pas voir. Cocteau vole,
mais il améliore ce qu'il vole. Et de quoi étaient faits ces propos joyeux que vous échangiez tous les trois? Ah, écoutez, je ne peux pas vous le dire, parce qu'alors nous recommencerions à rire comme nous rions, et ça me paraît bien impossible. C'était fait de n'importe quoi, d'une chose qu'on avait lue dans le journal, d'une nouvelle, C'était un don que nous avions les uns et les autres de nous amuser, de rire. Et d'autres personnes venaient chez Anna Noailles? Ah, mais pas ce jour-là. Ah. Ça, c'était un jour réservé au rire. Et les autres jours, alors? Ah, Qui les venait, par autres exemple? jours, ça c'est possible. Elle recevait beaucoup de gens politiques. Elle était entre autres très liée avec Pinduet, par exemple, et avec le général Mangin. Non, elle avait beaucoup d'amis, elle était très aimée. Il venait s'asseoir, comme elle dit, au pied de mon lit, et puis il faisait la conversation. À ce moment-là, on aimait faire la conversation. Maintenant, on n'a plus le temps. Ah, maman, mon Dieu, quelle heure est-il? Et vous avez assisté à certaines de ces conversations? Non, non. Peut-être venait aussi Barrès, qui aimait particulièrement Anna Noailles. Ah, c'est tout à fait autre chose, ça. C'est tout à fait au début de sa vie. Je me rappelle très bien que j'étais venue un jour lui demander de faire une ode, de faire un morceau de poésie, comme elle savait les faire, à propos de massacres qui avaient eu lieu, je ne me rappelle plus. Et Barrès était là. Et nous sommes assez accrochés, Barrès et moi, ce qu'il y a de plus fort. Il m'a dit, je vois ce que c'est. Pour célébrer du coton, vous voulez qu'elle fasse une chose en fulmi-coton. Moi, j'ai dit non, je ne désire pas de scandale. Je veux que nous ayons un reflet de son génie, c'est tout. Mais Barrès a mis beaucoup d'eau dans son vin, quant à moi, je veux dire, car il est devenu un de mes meilleurs amis. Et le jeudi, en sortant de l'académie, il montait ici, s'asseyait dans ce fauteuil où je suis, et là aussi, on commençait à rire beaucoup. Vous savez, on était très libre avant la guerre de 14, très libre d'esprit, très libre de propos, et on aimait s'amuser, on avait encore ce goût que je ne vois plus maintenant. Vous aviez rencontré, un peu après 1900, Romain Rolland en Suisse. Ah oui, devant une fourmilière. Un méchant enfant avait détruit une fourmilière et ces malheureuses bêtes rassemblaient entre eux tout ce dont elles avaient besoin, tout leur trésor. C'était un phénomène curieux à voir. Il était là avec sa femme. Il avait l'air d'une grande lumière froide, je le disais. C'était ça, vous savez. C'était un homme qui brûlait à froid. Il brûlait comme brûle la glace. Il était très intelligent, il était charmant. Enfin, moi, personnellement, je n'ai vu qu'à le trouver charmant. Je me rappelle que quand j'ai débuté, il m'a écrit une lettre que j'aurais dû garder si je gardais les choses, mais comme j'en vois tout dans l'air. Il m'a écrit une lettre me félicitant d'être ce que j'étais, d'avoir eu le courage de le faire, de l'avoir réussi. Enfin, vraiment une lettre parfaite. Quant à sa femme, eh bien, ils ont divorcé d'une manière assez malheureuse, je crois s'aimant encore, mais ne pouvant plus vivre ensemble parce que le fond même était trop différent. Vous savez, c'était un mariage blanc. Et il avait été fait sous le signe de la musique. À ce moment-là, il y avait cette mode des mariages blancs. On s'assemblait comme des camarades, on vivait ensemble de la façon la plus chaste et rien d'autre. Mais Clotilde ne l'entendait pas ainsi. Je crois qu'en même temps qu'elle, son amie très intime, la femme de Léon Blum, avait épousé Léon, et mon Dieu que le mariage avait été consommé. Et peut-être ça donnait-il du regret à Clotilde. Le fait est que c'est moi qui l'ai remariée avec Cortot. C'est avec les Rolland que vous avez rencontré, je crois, Gabriel et D'Annunzio et Eleonora Duse. En effet, c'est avec eux. Nous étions au même hôtel à Murnes et nous avons vu tout à coup dans un journal à Zurich que Duse jouait la seconde Madame Tancred, qui était un de ses rôles préférés.
Alors le Bargine il m'a dit, il faut y aller, tu dois entendre ça, ce sera un enseignement admirable pour toi. Et immédiatement, les Rolandines, nous allons avec vous. Alors, tout le monde s'est embarqué, on a pris le petit train suisse avec les wagons rouges, et on est arrivé à Zurich. On est débarqué, et au moment où on débarquait à l'hôtel Braulac, j'ai vu s'avancer vers mon mari un personnage assez singulier. C'était Gabriel. Il était très laid, pour dire la vérité. Il était très laid, et chose curieuse, s'il avait été en marbre, c'est-à-dire que je suis exigeante, il aurait été très beau, car ses traits étaient superbes. Son front était beau, son nez, tout ça, admirable. Mais malheureusement, recouvert d'une peau impossible. Et un sourire tout à fait bizarre. J'ai eu l'occasion de le lire il n'y a pas très longtemps, non pas à la télévision mais à la radio. Il avait des dents tricolores. Alors, on n'a jamais vu ça qu'à lui. Le fait est que les dents étaient abîmées régulièrement, elles étaient de 3 couleurs. Mais ceci dit, quand il parlait, tout ça s'effaçait. Il avait une grande éloquence. Il en usait bien. Car vous savez on prend les femmes par les oreilles comme les lapins. D'abord, leur faire entendre des choses. Il avait ce don. Je ne sais pas s'il en a usé pour fasciner Madame Douze, mais le fait est qu'elle était entièrement sous sa domination. Le jour où nous sommes vus, nous devions déjeuner avec elle, et ma foi, elle n'a pas déjeuné. Alors Gabriel a dit, mon Dieu, excusez-la, elle n'est pas très bien. Brusquement, elle est apparue dans un peignoir molletonné, un peu comme ceux qu'on met au Mont d'Or quand on sort des cabines d'inhalation, vous savez, quand on a besoin d'avoir très chaud. Elle avait ça, serré à la taille, pas la moindre coquetterie, assez bronzée de teint, mais le plus beau visage de comédienne qu'on puisse imaginer. Un visage perpétuellement changeant. Car de toutes les comédiennes que j'ai entendues, c'était elle la première et la plus extraordinaire. Elle pouvait tout faire. Elle pouvait jouer le drame, elle pouvait jouer la tragédie, elle pouvait jouer la comédie, elle pouvait tout faire. D'ailleurs, les acteurs italiens ont ce grand privilège. Ils n'ont pas de théâtre fixe. Ils vont de ville en ville. Ils sont en perpétuelle tournée. Et à cause de ça, ils sont obligés d'avoir un vaste répertoire, ce qui les incite à jouer des rôles très différents les uns des autres. Eh bien, Madame Douze a gardé de cette rencontre un souvenir affreux, parce que le Bargy, comme un sou, je dois dire, vraiment, c'était pas drôle, mais dis donc quelques vers à Gabriel, je qui te rende compte de tes dons. Toujours cette idée qu'il fallait que je fasse du théâtre. Alors, ma foi, moi, je me laisse faire. Et alors, Gabriel se précipite à mes genoux, mais il faut le faire, vous êtes sublime, et ceci et cela. D'ailleurs, je me rappelle, et alors, naturellement, tout le vaste répertoire de compliments qu'il avait dans sa poche. Tout ça sort, tout ça s'égrène, tout ça. Et je voyais que Madame Douze en était très agacée, ce qui se comprend. Bref, le lendemain, nous allons déjeuner à un charmant endroit qui s'appelait Uckleyberg, qui était une toute petite colline aux environs de Zurich. Et là, alors, les choses se déroulent de la façon suivante. Nous commençons à faire la conversation, les Romains Roland et nous, et puis on commence à rire, naturellement, car on y est beaucoup dans ce temps-là. Alors on commence à rire, et Madame Douze apparaît brusquement, m'attrape comme un colis, me prend dans ses bras, et la voilà galopant dans les couloirs, me portant sur elle, enfin, vraiment comme un bébé. J'étais pas très lourde à l'époque, c'est entendu, mais en fait, c'était tout de même un peu inquiétant. Et les autres galopant derrière moi, enfin, c'est absolument burlesque. Elle ouvre une porte d'une chambre, me jette dans la chambre, elle dit, tenez, puisque vous l'aimez, la voilà. Et puis tourne le verrou. Alors, la nous reste interdit, mais enfin, je l'étais encore plus. Je dis, écoutez, c'est vraiment parce que comment je peux expliquer ce que Madame Douze vient de faire. Je suis très mal à l'aise. Elle dit, ne soyez pas mal à l'aise, elle est folle. Bien. Alors, là-dessus, mes amis, enfin, Roland tape à la porte, ouvrez, mais ils n'en peuvent pas dire, ils nous ont enfermés. Alors, on était à l'entresol, heureusement, on a mis une échelle, nous sommes sortis par la fenêtre. Et nous sommes revenus à
Zurich le soir où elle devait jouer. La représentation était annulée, elle était partie. Et je ne l'ai jamais revue, hélas. Pour définir son style, comme vous avez déjà si bien défini la différence entre le style de Réjeanne et celui de Sarah. Eh bien, disons que c'était l'un et l'autre. Car de même que Sarah installait le drame immédiatement dans un climat de grandeur, elle, ce n'était pas tout à fait ça. Mais elle avait tout de même un pouvoir extraordinaire de créer le drame. Elle le créait, elle jouait la Dame aux Camélias, par exemple, cette chose usée. Elle le refaisait, elle en faisait une autre pièce, c'était admirable. Et le lendemain, elle jouait la Locodière, qui est un rôle comique, admirablement aussi. Elle a joué d'une façon inoubliable à Hedda Gabler et la femme de Claude. Et là, à un moment donné, elle est venue à Paris, elle a joué tout son répertoire. 15 soirs de suite, j'ai été l'entendre, émerveillée. Et sachant que jamais je n'arriverai à faire le quart de ce qu'elle faisait, c'était pas possible. C'était un don, un jaillissement, c'était admirable. Vous évoluez dans des cercles semblables à ceux décrits par Marcel Proust. Oh, j'ai très bien connu Proust, mais ça n'était pas du tout ce qu'on croyait. D'abord, aucun de nous ne pensait qu'il avait du génie. Moi, je me rendais compte que c'était un homme très extraordinaire, mais je n'aurais jamais cru qu'il était tout de même ce plus grand romancier que nous ayons eu depuis Balzac. C'est ça qui est triste, c'est qu'on ne se rend pas compte que les gens ont du génie. Enfin, on se rend compte bien qu'il y a quelque chose de singulier et de fort en eux. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose d'unique au monde et qu'il faut en profiter. Il a été très gentil pour moi parce que je l'ai connu dans des circonstances assez exceptionnelles. J'habitais à ce moment-là 5 rue du Cirque, à côté de Le Doyen, la maison, presque la maison en face. Et je venais de répéter une pièce de Bernstein qui s'appelait Joujou. C'était mon second rôle. Et Bernstein me dit, écoutez, franchement, je crois que ce n'est pas votre intérêt de le jouer. Ce n'est pas le mien de vous avoir et ce n'est vraiment pas le vôtre de le jouer. Même je dis, vous me l'avez donné, vous me l'avez repris, que votre volonté soit faite, c'est parfait, voilà le rôle, prenez quelqu'un d'autre. Et là-dessus, il s'avise de faire, pour jouer ce rôle, de faire venir Madame Suzanne Després. Elle répète Joujou. On joue la pièce, et le soir de la générale, on m'avait envoyé 2 places, naturellement. Je n'y vais pas, je reste chez moi. Et vers minuit et quart, j'entends une vallée de cailloux dans la fenêtre. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Naturellement, on trouvait des cailloux à volonté, on était apportés aux Champs-Élysées. Ça recommence, j'ouvre la fenêtre, je dis, qui est là? C'est Marcel Proust avec René Blum, le frère de Léon. Mais je dis, mon Dieu, mais venez monter, qu'est-ce que vous venez me dire? Je viens vous dire que Joujou est un four noir et que Madame Després s'est cassé la figure. Ah, je dis, c'est très bien, je suis très contente. Je dis, franchement, j'étais assez contente de ce qui était arrivé, parce que j'avais tout de même l'air un peu quinaud quand on m'avait prié du grand lot. Alors, il est monté, nous avons été à la cuisine, nous avons trouvé du veau froid. Nous avons mangé du veau froid avec du pain et du beurre. Nous avons fait un souper charmant, tous les 3, René Blum, Marcel Proust et moi-même. Et on ne peut pas faire quelque chose de plus amical que ce qu'il avait fait ce soir-là, en voulant me faire plaisir, en m'annonçant la chose lui-même. Depuis, je l'ai souvent revu, mais je pensais qu'il était en effet très solitaire, très enfermé dans son œuvre. Et à ce moment-là, il a publié dans le Figaro, je ne sais pas si vous vous rappelez la chose, je crois qu'elle a paru dans Pastiches et mélanges, une chose qui s'appelle Les sentiments d'amour d'un parricide. Vous vous rappelez? Chose admirable. Et ça m'avait vraiment frappé. Je me suis dit, ça, l'homme qui a écrit ça est un homme de grand talent. Je me rappelle que la dernière fois où je l'ai vu, c'était un réveillon chez Susini, qui était auprès d'un ambassadeur italien à Paris, et qui, le soir du réveillon, m'a donné un souper auquel il m'avait invité. Je jouais l'Aiglon à ce moment-là, et auquel je suis venue toute habillée pour ne pas être en retard.
J'étais en costume de garçon. Et Proust était à côté de moi. Il était très intéressé par l'art dramatique. Et le fait que je reprenne un rôle qu'avait joué Sarah l'avait beaucoup impressionné. Et il m'a demandé sur le métier, sur l'art du comédien, sur la façon dont la chose se présentait. On sentait que dès qu'il mettait la main sur un sentiment, il allait au fond. C'était pas quelqu'un qui effleurait une chose, c'était quelqu'un qui allait au fond. Est-ce Julien Benda qui amena chez vous Charles Péguy? Oui, c'est lui qui m'a amené Péguy. Il m'a dit, je vais t'amener un homme extraordinaire, un homme génial, il faut que tu le connaisses. Et il m'a amené Péguy qui m'a tout à fait déconcerté au premier abord. Parce qu'il avait l'air d'un instituteur de village. Et quand il parlait d'une façon tellement monotone comme ça que il avait l'air de faire la dictée à des élèves. Moi, j'étais ahurie, je me disais, mais pourquoi est-ce que Julien s'est emballé comme ça sur ce personnage? Et puis, il est revenu, et j'ai vu que ce que disait Julien était vrai. C'était un homme de génie. C'était un homme admirable. Comment se manifestait cette haine qu'il avait de l'impureté, n'est-ce pas? Ah, c'était une espèce d'impureté, c'était une espèce de maladie physique qu'il avait de l'impureté. Il ne pouvait pas tolérer, vous savez, il n'était pas d'ailleurs tolérant. C'était quelqu'un qu'on irritait facilement, c'était quelqu'un qui se défendait de certains sentiments. Non, très, 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 très facilement, je l'explique. Je me rappelle l'avoir un jour invité chez moi à la campagne, où il venait régulièrement, du samedi au lundi, l'avoir invité avec Cocteau, en pensant que le charmant esprit qui était Cocteau viendrait à bout de ce qu'il pouvait penser, mais pas du tout. Le lendemain, j'ai reçu un mot, celui-là, plus jamais. J'ai compris. En 1912, dans l'entourage de Péguy, vous rencontrez un grand jeune homme brun, Henri Fournier, qui va être connu très vite sous le pseudonyme d'Alain Fournier à la suite de la publication du Grand Môle. Vous avez inspiré en partie le personnage d'Yvonne de Galais. Mais non, je ne suis pour rien dans Yvonne de Galais, pas du tout. Je crois en effet que j'étais dans le roman qu'il était en train d'écrire, qui s'appelait Colombe Blanchet, mais Yvonne de Galais est entièrement la jeune personne qu'il a rencontrée et pour qui il a eu une espèce d'amour idéal. Cet amour d'ailleurs que sa sœur a exalté, a voulu faire passer pour une passion. Et sa sœur, elle est morte dernièrement, vous avez vu. C'est pour ça que je ne veux rien dire sur elle. Mais vraiment, c'était une femme assez épouvantable. Elle aimait son frère d'un amour passionné, comme il arrive souvent, vous savez, comme la sœur de Maurice de Guérin, comme celle-là. Et je crois que ça l'a rendue très injuste, enfin, à mon égard, car elle a écrit sur moi un livre épouvantable. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais vous avez bien fait, parce que c'était pas très bon, et c'était vraiment très... C'est-à-dire, ça démontrait d'une manière criante que son frère était d'une jalousie terrible, car en effet, il avait ce défaut. C'était une chose inhérente à sa nature. Et c'était même quelque chose, je veux dire, qui exaltait l'amour chez lui. Il peut-être, je ne sais pas, m'a-t-il aimé dans la mesure où j'étais une personne qui semblait ne pas être sûre, alors qu'il était 1000 fois sûr de moi. Vous savez, nous nous sommes connus qu'un an. Il a été tué le 22 septembre. La mort n'attendait pas. Est-ce que vous avez participé au second roman d'Alain Fournier, Colombe Blanchet? Pas à la rédaction, mais à la composition du livre, oui. Alors là, j'ai ardemment participé, parce qu'il avait été très frappé de ce que je lui avais dit du journal dans le Grand Môle. Et au moment où il a pensé à Colombe, il m'a dit, essayons, nous allons voir si nous pouvons faire quelque chose ensemble. Et je crois que j'ai peut-être contribué là à un bon équilibre du roman qui était supérieur au Grand Môle, qui était un très très beau roman. D'ailleurs, quand il est parti pour la guerre, je lui ai mis dans son pactage le rouge et le noir,
pour moi, qui est un roman sublime, et qui devait être le guide pour lui. Les milieux catholiques ont inséré depuis régulièrement Alain Fournier dans ce qu'on appelait la Renaissance catholique des années 1905-1914. Qu'en pensez-vous? Quel est votre sentiment? Mon sentiment, c'est que la guerre avait énormément exalté son catholicisme. Car il était un homme croyant, c'était un croyant, certainement. Mais la guerre l'a vraiment exalté, ce sentiment. Car dans toutes ses lettres, il dit « si Dieu veut m'aider, si Dieu veut ceci, si Dieu veut cela ». Toujours sa correspondance. D'ailleurs, toutes ces lettres, je les laisserai à la bibliothèque d'Ousset et on pourra voir tout ça. Vous êtes donc allé en Berry avec Fournier et vous avez pu voir les sources auxquelles il alimentait, enfin, la force qu'il y a dans son livre. Oui, j'étais avec lui et j'ai revu tout ce qu'il a tant aimé et entre autres un petit cimetière admirable. Il avait demandé qu'on l'enterre. Un petit cimetière qui avait l'air d'être fait pour deux personnes qui s'aimaient, qui veulent mourir l'une à côté de l'autre. Il est absolument caché par des feuillages. On arrivait là que c'est comme un mystère, comme un cadeau qui vous était fait. C'était merveilleux. Nous sommes donc en ce moment, à la veille de la guerre, au moment du plus grand succès des ballets russes. Quelle impression vous ont créé ces ballets russes, comme je crois à tout Paris? Ah, une immense impression. C'est-à-dire qu'il était un personnage fascinant. C'était un homme qui avait plutôt l'air d'un éléphant que d'un homme. C'était un énorme gaillard avec des mèches blanches au milieu du front. Mais enfin, cette apparence, c'était peu de choses. Ce qu'il avait de sublime, c'était l'art de découvrir. Il savait découvrir un auteur. Il savait découvrir quel était le danseur, quel était l'auteur, quel était le musicien qu'il lui fallait. Et c'est ça qui nous a donné ces spectacles admirables. Mais je me rappelle une impression très pénible que j'ai eue avec lui. Nous étions tous en bande un soir, en 1914, on était quelque chose comme le mois de juillet, le début du mois de juillet. Et nous avons été souper à Armenonville, je me rappelle, qui était à ce moment-là déjà un joli restaurant. Et à un moment donné, Nijinsky s'est levé et a commencé à faire un pas de danse. C'était naturellement absolument admirable. Et Cocteau a voulu après lui faire la même chose, s'est mis à danser aussi. Et naturellement, il a fait une chose très jolie. Il était souple, il était jeune, il était ravissant, c'était charmant. J'ai eu une impression absolument affreuse d'une civilisation menacée, que nous étions des gens qui n'étaient pas tout à fait comme il fallait, qui étaient à côté par leur plaisir, par leur désinvolture. Je peux dire que j'ai eu comme un souffle qui a passé sur moi des malheurs qui allaient nous arriver. Nous voici arrivés au début de la guerre. Et dès le début, vous allez ressentir deux coups terribles. D'abord, très très vite, la mort de Charles Péguy, tué d'une balle en plein front. Quelle est votre réaction? Ah, elle a été épouvantable. J'étais à Bordeaux, et où je profitais de la bienveillance de Briand pour avoir des nouvelles, pour avoir des dépêches, pour savoir comment aller les choses. Et il a dit un jour, il faut lui annoncer la mort du pays, mais il faut y aller tout doucement. Et j'ai tout de même jeté un cri épouvantable parce que j'ai eu l'impression que c'était fini, enfin, tout ce que nous aimions, que tout était menacé, que tout allait périr, hélas. Et puis, encore plus dur pour vous, la mort d'Alain Fournier. Très peu de temps après, 22 septembre, Charles Péguy est mort au début, je crois que c'est le 7, et Alain Henry est mort le 22. Et pour Alain Fournier, en plus, est-ce que ça n'a pas été déterminant dans votre vie, enfin, cette mort? Bien sûr,
bien sûr, mais tellement que je n'aime pas en parler. C'est au milieu de ces souffrances que vous vous attachez à François Porcher, qui deviendra plus tard votre mari. La vérité, c'est qu'il a été très malade, il était au front, il a eu une double pneumonie. Et sans les tarots, il serait mort, parce que ces tarots étaient des amis parfaits, ils se sont rendus compte qu'il était très malade, ils l'ont expédié, ils ont exigé qu'il s'en aille, et il est arrivé à La Courneuve avec tout son fourniment tout sur lui, alors qu'il crachait le sang, enfin qu'il était mourant. Alors il a écrit un petit billet pour Barès en disant « Si vous venez me chercher, vous me sauvez, si vous me laissez là, je serai mort demain. » Il a sorti François de cette galère où il était et il l'a conduit le pied de la Larche. Dès qu'on l'a soigné, mais où on s'est aperçu qu'il avait une lésion pulmonaire de 17 cm avec 2 cavernes sous le bras. C'est une maladie qui du reste, finalement, il est mort, puisqu'il l'espèce de spasme qu'il a eu tient au fait que son cœur ne battait jamais régulièrement parce qu'il était essoufflé toujours. Il ne respirait jamais normalement. Mais grâce au ciel, alors j'ai trouvé là quelqu'un qui a compris l'état dans lequel j'étais, qui comme moi a voulu sauver ce qui nous restait à sauver, et nous sommes unis sous le signe de cette amitié, de cette confiance. Nous avons été très heureux. Vous écrivez, en parlant de cette période, le métier de comédien est une insatisfaction portée obscurément depuis sa naissance. Vous n'étiez donc pas tellement heureuse d'être comédienne? Ah, j'étais pas heureuse du tout. Ça ne me satisfaisait pas du tout. Je le faisais, j'avais d'ailleurs raison de le faire, puisqu'on voulait bien m'accepter. Mais non, j'étais pas contente, j'aimais pas ça. Je n'ai jamais eu de véritable joie quand jouant les pièces de François Porcher, où j'ai pu l'aider, alors peut-être, alors j'étais contente. Mais sans ça, non, j'ai jamais eu de grande joie. Seulement, j'avais un grand avantage sur les autres, je n'avais pas peur, je n'avais pas de trac. À quel moment avez-vous commencé à écrire avec en vue un destin littéraire, bien entendu? Bien sûr. Eh bien, j'ai commencé à écrire, je me rappelle très bien, j'étais à Nice, à l'hôtel, où je donnais des représentations. Alors là, vraiment, la démangeaison a été plus forte que la raison. C'est-à-dire que j'aurais dû penser à la représentation du soir, et au lieu de ça, j'ai pensé à la joie que ce serait d'écrire. Et j'ai commencé à écrire. C'était d'ailleurs le roman que j'ai publié, qui s'appelle Désordre, qui a été mon premier roman. Voici donc que dès le Désordre, votre entrée en littérature est saluée par l'ensemble de la critique, et vous êtes amené de ce fait à fréquenter très vite de plus en plus de gens de lettres et finalement à être membre du jury du prix Femina. Est-ce que vous voudriez nous raconter comment les choses se sont faites? Ah oui, je venais de publier un livre qui s'appelle Jour de colère, qui a eu un grand succès. Et je le dis modestement, mais je le dis. Et il était question qu'on me donne le prix Femina. Mais j'avais dans le jury une amie qui m'aimait beaucoup et à qui ça faisait de la peine qu'on me donne un prix. Eh bien, les amis sont comme ça. Elle aimait mieux, elle m'aimait bien, mais elle voulait surtout qu'on ne me donne pas de prix. Alors, elle a trouvé ce moyen d'arranger les choses. Elle a dit, mais pourquoi ça sera un honneur pour nous s'il venait dans le jury. Madame de Noailles venait malheureusement de mourir quelque temps avant, et on m'a offert sa place que j'ai acceptée. C'est comme ça que je suis entrée au prix Femina. Vous avez le privilège d'avoir vécu 1900, d'avoir vécu 1925, d'avoir vécu 1945 et de vivre après 1968. Si on peut appeler ça un privilège. Enfin, oui. Et voudriez-vous nous parler de cette courbe de la vie, qui d'ailleurs est très sensible dans toute cette entrevue, quand vous nous dites « on était plus joyeux, on prenait le temps de parler ». Quelle philosophie de la vie quotidienne dégageriez-vous de ce que vous avez vécu? Écoutez, je crois qu'il faudrait que j'écrive un volume là-dessus, car c'est extraordinaire, en effet.
Je crois d'abord qu'il faut aimer son temps. Je ne suis pas du tout de ceux qui disent « Oh, quelle époque nous vivons !» D'abord, je crois que notre devoir est d'aimer notre temps. Je m'applique donc à l'aimer, mais je le trouve assez effrayant. Je me rappelle quand j'étais jeune fille, mon Dieu. Alors, primo, époque, le Louis-Philippe. Je peux dire que j'ai été élevée comme une fille du temps de Louis-Philippe, avec une institutrice anglaise à droite et une bonne allemande à gauche, ne sachant pas ce que c'était qu'être seule dans la rue. Je me suis mariée, j'ai donc supporté la guerre, l'horrible guerre de 14, avec les conséquences qu'elle a eues pour moi. Et après ça, alors j'ai vu le changement, en effet, de l'après-guerre de 14. Déjà très sensible, en relâchement. Déjà très sensible. Et c'est curieux que chaque fois, ça s'est porté sur les mœurs. Regardez d'ailleurs, ces choses abominables qui ne me regardent pas, puisque je suis vu cette évolution de l'Église. Moi, je trouve ça épouvantable. Quand un cardinal vient dîner chez vous, et habituellement, génuflexion, baisage de la note, mais il est bien question de ça. Ils sont en habit ou en smoking, et puis ils fument un gros cigare. C'est déconcertant. On a besoin de vénérer. Nous avions ça, nous avions des êtres que nous vénérions, nous avions un respect prodigieux de nos maîtres. Je me rappelle l'espèce de choc que j'ai reçu quand j'ai vu que, je ne sais pas à quelle occasion, on avait coiffé le recteur de Nanterre d'une boîte à ordures, mais mon Dieu. Mais j'ai eu un choc comme si quelque chose de ma famille m'était arrivé. Tellement était entrée en moi cette notion de la vénération de nos maîtres. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Rien. Plus de respect. On a tué le sacré. Et c'est affreux. Car il faut en avoir. Il faut vivre avec un espoir. Il faut un espoir. Et si ce n'est pas un espoir dans l'homme, alors qu'est-ce qu'on devient? Il faut croire. Il faut croire en l'homme. Je crois qu'on peut tout attendre d'un être qui a été le pithécanthrope et qui, lorsqu'il a inventé le calcul intégral et rêve de justice, comme a si bien dit mon ami Jean Rostand.